Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers étudiants, cher Martin, je vous souhaite la bienvenue à la leçon d'adieu du professeur Martin Béniston, directeur de l'Institut des sciences de l'environnement, ici au sein de notre université de Genève. Après 11 ans de service, Martin prendra sa retraite à la fin du mois de juillet 2017. La leçon d'adieu du professeur Béniston sera précédée par 2 brèves communications. La première sera effectuée par le recteur de l'Université de Genève, professeur Yves Flückiger. La deuxième par le doyen de la Faculté des sciences, le professeur Jérôme Lacour. Puis-je donc demander au professeur Yves, donc on change d'ordre, puis-je donc demander au doyen de la Faculté des sciences, Jérôme Lacour, d'ouvrir la leçon d'adieu. Merci. Merci Marcus, vraiment pour ces quelques mots initiaux. C'est un très grand plaisir que je vous accueille tous, monsieur le recteur, monsieur l'ancien recteur, messieurs les doyens, les doyennes, madame la doyenne, pardon. Mais ces anciens recteurs, il y a tellement de personnes, bien sûr, qui vont être là, cette leçon d'adieu. Je suis sûr que je vais en oublier nombreux, monsieur le secrétaire général. Excusez-moi, monsieur l'ancien vice-doyen. Excusez-moi d'oublier vraiment, sûrement, de nombreuses personnalités. Monsieur les vice-doyens de la Faculté des sciences aussi qui sont là. Merci d'être vraiment tous présents pour cette leçon pour Martin. Ce que nous avons décidé de faire, c'est de faire un peu 2 présentations très différentes, celle de notre recteur, professeur Flückiger, et la mienne. Je vais essayer de vous parler un peu de l'homme qu'est Martin Béniston. Voilà, on va changer un petit peu quelque chose. Alors, Martin a reçu une éducation britannique. Parfois, on arrive à deviner peut-être une légère trace, effectivement, quand il parle de son éducation britannique, mais avec une mère française, qui permet, bien sûr, d'être totalement bilingue, comme on le connaît. Martin, déjà, dès sa petite enfance, ça permet peut-être de comprendre certains traits de caractère, a été un globe-trotter. Une éducation en Turquie, une éducation à Chypre. Peut-être que déjà, travailler une éducation à Chypre, ça lui a permis de comprendre de nombreuses cultures différentes et de voir comment trouver toujours la meilleure solution médiane, peut-être pour arriver aussi à des solutions importantes dans des évolutions de la planète. Il retourne en Angleterre. Donc, une étude en Angleterre, d'abord comme un bachelor à Norwich, à l'University of East Anglia. Puis, déjà, toujours globetrotter, il repart en Australie quand même, quelques mois, ou même une année, à Macquarie University. Il revient en Angleterre, à Reading, pour faire un master en sciences, donc en physique, de l'atmosphère, avant de venir en France, à l'École normale supérieure, à Rueil-le-Mont, pour faire, sa thèse chez le professeur Berroir, dans le laboratoire de météodynamique. Et j'ai appris qu'il avait été créé par un Genevois, d'ailleurs, ce laboratoire à Paris. Mais la France, ça ne suffit pas. On arrive une première fois en Suisse. Il vient donc à l'ETH à Zurich, faire son habilitation cette fois-ci. Il repart une année à l'Université de Québec. 4 ans ensuite au Max Planck, donc en Allemagne, à Hambourg. Et puis, on voit que la Suisse commence à reprendre de son importance avec 4 années et demie d'abord à l'EPFL, puis au Poly de Zurich. Et c'est là qu'il commence un rôle très important qui est celui, bien sûr, de la vice-présidence du GIAC. Voilà, déjà, Martin, ça y est, ta voie est tracée. Et tu reviens professeur à l'Université de Fribourg. Et comme l'a dit Marcus, depuis 11 ans, professeur à l'Université de Genève pour notre plus grand plaisir. Alors, vous connaissez tous Martin, vous connaissez son dynamisme, vous connaissez sa capacité de synthèse, vous connaissez, en fait, probablement qu'il vient de son parcours absolument extraordinaire, effectivement, cette capacité, au fait, cet entre-gens à parler au nom de tous, vraiment pour, effectivement, le climat. Et puis aussi pour les sciences, ça c'est pour moi en tant que faculté des sciences, pour une vision vraiment la plus rationnelle, effectivement, du climat. C'est très important dans ces temps, en particulier politiques, on entend quelques remous. Et je saute une étape, j'ai parlé du futur, que va faire Martin? Eh bien, j'ai appris que Martin avait, on le savait, un talent de plume. Quand je suis un doyen et que j'écris un message à Martin Béniston et que pour rédiger un paragraphe, ça me prend une demi-heure, j'ai toujours été frustré de voir un email de 2 pages me retourner en 5 minutes, parfaitement rédigé, que ce soit en français ou en anglais. Martin a ce talent de plume qui va, à ce qui paraît, nous faire bénéficier sur des thématiques scientifiques et ensemble avec son épouse. On attend de te lire encore dans quelques années ou quelques mois. Merci Martin pour tout ce que tu as fait. Voilà.
Merci, Monsieur le Doyen, pour votre allocution. Je demande donc au recteur de l'Université de Genève de adresser sa parole à Martin Beniston et à tous les gens qui sont ici dans cette salle. Merci infiniment. Vous l'avez compris, ce n'est pas une leçon d'adieu que nous faisons ce soir, c'est une leçon de remerciement. De remerciement à Martin pour tout ce qu'il a apporté à notre université. Et j'aimerais simplement ici le dire du point de vue institutionnel. Martin a apporté une contribution absolument essentielle à un de nos instituts phares dans le domaine de l'environnement. Il a été un peu précurseur d'une évolution que nous avons mise en place à l'Université de Genève avec ce développement des instituts qui ont foisonné depuis lors et qui constituent un peu une image de marque de notre université, une marque que l'on peut développer parce que nous sommes une université polyvalence que je préfère à la terminologie d'universalité ou d'universel. Cette polyvalence, elle nous permet précisément de développer les compétences disciplinaires qui sont absolument indispensables ensuite à développer des contributions extrêmement importantes dans des domaines qui sont des défis aujourd'hui pour notre société. Martin, en arrivant à l'Université de Genève, a apporté cette contribution et il a été, à partir de 2008, le directeur de cet Institut des sciences de l'environnement pendant quasiment 10 ans. Et pendant ces 10 années, cet institut s'est développé de manière tout à fait remarquable, à un point tel qu'aujourd'hui, nous avons ces 5 domaines qui sont la spécialisation de notre institut, l'un dans le domaine de la climatologie, du climat. C'est là en particulier que Martin Beniston a apporté toutes ses compétences et sa grande visibilité. Il vous suffisait d'écouter de temps en temps la radio suisse romande ou la télévision pour vous constater simplement que Martin était omniprésent sur cette scène, pas seulement ici à Genève, pas seulement en Suisse, mais dans le monde entier. Je crois qu'on doit lui être infiniment reconnaissant pour cette visibilité qu'il a apportée à notre université. Et puis à partir de là, on a aussi des développements qui sont traduits dans le domaine de l'énergie. Et je crois qu'aujourd'hui aussi, notre institut a pris une place extrêmement importante dans cette transition énergétique, qui est aussi un des défis de notre université. Dans le domaine de l'eau, de la gouvernance de l'eau, je salue aussi en particulier la nouvelle directrice de cet Institut des sciences de l'environnement, la professeure Géraldine Fliguer, qui va mener cet institut dans les années à venir, et nous en sommes extrêmement reconnaissants. Il nous faut des personnes qui assument ce type de responsabilité pour notre institution, pour que nos instituts puissent vivre à la hauteur de notre ambition. Et puis 2 autres domaines, la biodiversité et villes et territoires, qui sont aussi des domaines extrêmement importants aujourd'hui de cet institut. Donc l'institut aujourd'hui existe, il est extrêmement visible, il produit une qualité scientifique de très haut niveau, et je crois qu'on doit beaucoup à Martin, qui a été directeur de l'institut, qui a permis de développer cet institut de cette manière aussi spectaculaire. Mais j'aimerais aussi associer l'ensemble des personnes qui travaillent dans l'Institut et qui ont, aux côtés de Martin, œuvré pour que cet Institut devienne ce qu'il est aujourd'hui. Donc, merci infiniment à Martin pour cette contribution institutionnelle à l'Université de Genève. C'est quelqu'un qui a travaillé vraiment en très étroite collaboration avec le recteur, l'ancien recteur de l'Université de Genève, Jean-Dominique Vassaline, qui a continué à travailler avec le rectorat actuel pour faire de l'Institut ce qu'il est aujourd'hui. J'aimerais remercier aussi le vice-directeur, Bernard de Barbieux, doyen de la Faculté des sciences de la société, qui a aussi contribué à faire de cet institut ce qu'il est aujourd'hui. Merci infiniment, Martin, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une leçon d'adieu, mais une leçon de remerciement. Et je sais très bien qu'on pourra encore compter très longtemps sur les contributions de Martin, et nous sommes fiers aujourd'hui de pouvoir compter sur Martin comme professeur honoraire. C'est juste un petit terme qui change, mais l'essentiel, c'est de pouvoir continuer à construire avec Martin pour le bien de cette institution, de notre université, de la Faculté des sciences et de l'Institut. Merci infiniment, c'est une très bonne soirée, et vous aurez l'occasion d'entendre une conférence de Martin Beniston sur un thème qui est particulièrement intéressant. Nous sommes en train de nous positionner dans l'université numérique. Évidemment que le thème qu'il va aborder dans sa leçon est particulièrement important dans cette thématique, dans ce développement. C'est vrai qu'on peut y voir évidemment le fait que des personnes sur les réseaux sociaux développent des idées sur le climat qui sont peut-être pas nécessairement fondées scientifiquement. C'est un risque. Je vois aussi une opportunité, peut-être que Martin en parlera, dans le développement des sciences citoyennes, mais peut-être là, ce sera intéressant d'avoir un débat autour de cette thématique. Merci infiniment de votre présence très nombreuse. Elle témoigne, je crois, mieux que que nos discours, de l'attachement que vous avez à la personnalité de Martin, à sa contribution pour l'Université de Genève. C'est une très bonne soirée
et me réjouis de pouvoir continuer à collaborer avec l'Institut des sciences de l'environnement. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci beaucoup, Monsieur le Recteur, pour votre discours. C'est avec grand plaisir que j'invite désormais à me rejoindre Martin Beniston pour sa leçon d'adieu. Martin, the floor is yours. Merci beaucoup, Monsieur le Recteur, Monsieur le Doyen, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers amis. Merci pour ces mots très aimables, ça donne presque envie de rester finalement. Et c'est en en étant dans cette salle à l'instant que je remarque qu'effectivement une page de ma carrière professionnelle et une page de ma vie finalement va aussi se tourner. Alors rassurez-vous, je reviendrai dans les remerciements tout à la fin. Je ne quitte pas l'Université de Genève parce que je suis mécontent de l'université. Bien au contraire, j'ai vraiment adoré passer ces années dans cette grande université. Et s'il y a un bémol dans ma carrière, c'est justement ce dont je vais parler ici. Alors, il faut juste que je fasse fonctionner la chose. Voilà. Donc c'est effectivement cette nouvelle approche de dialogue, si j'ose dire, parfois de confrontation, peut-être même souvent de confrontation, entre les milieux académiques et des membres du public qui, finalement, parce qu'ils ont vu certaines choses sur Internet, pensent savoir tout sur tout. Et je pense qu'il y a effectivement du bon et du mauvais. Je reviendrai là-dessus dans un petit moment. Mais ce qui me gêne beaucoup, c'est l'agressivité de certains propos qui sont véhiculés sans pratiquement aucun contrôle sur le web. Et là, vous reconnaissez évidemment la prose d'un éminent président des États-Unis. C'est tout à fait, tout en délicatesse et en finesse, c'est un vrai poète. Le fameux tweet où il accuse la Chine, par exemple, d'avoir inventé la question du réchauffement climatique pour mettre les États-Unis à genoux économiquement. Enfin bref, vous voyez qu'on peut se défouler via les réseaux sociaux et c'est peut-être quelque chose qui est relativement gênant pour beaucoup d'entre nous dans les milieux académiques. Alors je vais décliner cette conférence comme finalement un menu dans un bon restaurant et j'espère que vous n'allez pas avoir une indigestion, plutôt que je préfère vous souhaiter un bon appétit pendant cette petite heure qui va suivre. Alors peut-être le premier chapitre, c'est finalement ce que je qualifierais de la marche vers l'obscurantisme. Il y a quelques années, il y a peut-être 1 ou 2 ans, un titre accrocheur dans Libération nous dit que finalement l'humanité produit aujourd'hui en 2 jours ce qu'elle a produit en 2 millions d'années. Ce qui est certainement vrai. Le corollaire de tout ceci, c'est que le cerveau humain est finalement confronté aujourd'hui à peut-être 10 à 100 fois plus d'informations au quotidien qu'avant l'avènement des réseaux sociaux et de l'Internet. Alors, c'est pas du tout sûr si c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Est-ce que le cerveau est-ce que ça nous rend plus intelligents pour autant? Bon, je pense que l'image est un peu exagérée parce que je crois que le cerveau humain est capable de digérer encore beaucoup plus d'informations. La question, c'est finalement, est-ce que on est capable de pondérer cette information? Est-ce que finalement, en prenant comme argent comptant ce qu'on trouve sur l'Internet, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller un peu trop vite en besogne par rapport au fait que ayant trouvé des informations sur Internet, on pense finalement quelque part savoir tout sur tout. Et du coup, la blogosphère pense effectivement pouvoir dialoguer quelque part d'égal à égal avec les experts. Et finalement, si on est très pessimiste, et parfois je le suis, aujourd'hui pas nécessairement, mais un corollaire à peine exagéré de ce constat, finalement, que tout le monde peut prétendre savoir tout sur tout, c'est est-ce qu'on a besoin finalement de faire de la recherche et finalement est-ce qu'on a besoin de l'université? Puisqu'on a Wikipédia, ça devrait suffire. Alors si on regarde en fait comment sont propagées finalement
les messages qu'on trouve sur les réseaux sociaux et sur le web, on voit que souvent il y a un certain encouragement par différents lobbies, et c'est pas du tout quelque chose de nouveau qui vient avec la question climatique. On voit depuis les années 50, depuis la Deuxième Guerre mondiale en tout cas, des lobbies puissants, industriels, économiques, qui essayent de discréditer des différentes thèses scientifiques. Par exemple, les dangers sanitaires du pesticide, de l'insecticide, du DDT, dans les années 50, qu'on a retrouvé dans le système sanguin des pingouins, dans des manchots en Antarctique, par exemple. Donc c'est vrai qu'ils n'étaient pas en train de se piquer au DDT, donc c'est bien venu de quelque part. Les problèmes de tabagisme et de santé, évidemment, ça c'était des grands débats pendant plus de 40 années. Les problèmes qu'on a actuellement avec les pesticides agricoles, qui sont niés par une bonne partie de l'industrie phytosanitaire. On a eu la question des pluies acides qui était niée, le rôle de l'humain dans ces questions était nié, le trou d'ozone stratosphérique dans les années 70 également. Et puis, j'en passe, il y a toute une série d'autres questions environnementales d'importance qui sont mises en doute par beaucoup de lobbies puissants, dont évidemment les changements climatiques. Alors, juste pour vous montrer jusqu'à quel point on peut remonter en arrière dans le temps, je vais vous montrer 3 vidéos ou 3 bandes sonores. La première datant de 1954, et j'espère que le son va passer. A frank statement to cigarette smokers, as it appeared in the New York Times and over 400 other newspapers on January 4th, 1954. Recent reports on experiments with mice have given wide publicity to a theory that cigarette smoking is in some way linked with lung cancer in human beings. Although conducted by doctors of professional standing, these experiments are not regarded as conclusive in the field of cancer research. Voilà, donc déjà dans les années 50, on a cet aspect d'une certaine industrie qui ne rencontre pas frontalement la science. On admet que ce sont des spécialistes, d'éminents spécialistes même, mais quand même, quelque part, c'est un peu des doux rêveurs, ils ne savent pas vraiment de quoi ils parlent. Nous, l'industrie du tabac, on sait très bien de quoi on parle, il n'y a aucun problème, vous pouvez fumer, vous n'allez pas développer de cancer du poumon. 40 ans plus tard, regardez ces gens tout à fait honnêtes devant le Congrès américain. Do you believe nicotine is not addictive? I believe nicotine is not addictive, yes. Mr. Johnston. Congressman, cigarettes and nicotine clearly do not meet the classic definitions of addiction. There is no intoxication. We'll take I that don't as believe a that no. nicotine or our products are addictive. I believe nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive. And I too believe that nicotine is not addictive. On leur donnerait le bon Dieu sans confession, n'est-ce pas? Alors, j'ai pas pu résister parce que la troisième vidéo, elle est beaucoup plus récente, donc 20 ans plus tard. Et c'est vrai que c'est une source infinie de vidéos irrésistibles. That's an interesting question. Let me ask you a question. Okay. So we have global, let me ask you this. Okay, take it easy, fellas. How many people here believe in global warming? Do you believe in global warming? Who believes in global warming? Who believes in global warming? Who believes in global warming? Raise your hand. Wow, not much, huh? Donc, au-delà du gag, je veux dire, ce qui est très inquiétant ici, c'est que finalement, on a des politiciens qui dirigent quand même la première économie du monde, qui finalement mettent au vote dans un public largement non spécialiste. Et finalement, si le vote est contre la thèse du réchauffement climatique, finalement, le débat est clos. Il n'y a pas de réchauffement climatique, finalement. Et donc ça, c'est aussi un aspect très inquiétant, véhiculé quelque part et rapidement par le web et par les médias sociaux, parce qu'il suffit d'avoir une grande majorité de gens qui vont tweeter pour dire que finalement les scientifiques racontent n'importe quoi. Eh bien, voilà, on a une majorité de gens qui vont avoir des doutes très sérieux sur la thèse des scientifiques.
Alors, en 2010, il y a quand même eu un livre très intéressant qui est sorti par deux professeurs de l'université de Stanford, je crois, Naomi Oreskes et Eric Conway, qui en fait ont écrit ce livre très bien documenté et surtout très bien chiffré, où l'on voit l'influence de certains lobbies. Bon, c'était pas uniquement la question du climat, mais tous les autres thèmes que j'ai esquissés tout à l'heure, les questions de tabagisme, les questions des liens de pesticides avec l'industrie phytosanitaire, etc. Et on voit que des scientifiques extrêmement conservateurs, et particulièrement aux États-Unis, sont financés ou ont été financés jusqu'à assez récemment par de grandes entreprises pour semer le doute auprès du public. Et du coup, ils ont une telle puissance qu'ils ont été capables de ralentir, voire même d'annuler la prise de décision sur différentes questions cruciales. Et on voit actuellement avec l'administration Trump, on voit tout à fait ce qui se passe avec un climato-sceptique qui est ministre de l'Environnement, qui est capable, effectivement, en utilisant ce que lui fournissent les lobbies comme argument, de permettre aux États-Unis de se retirer de l'accord de Paris, par exemple. Donc il n'y a que 3 pays maintenant dans le monde qui n'ont pas signé l'accord de Paris. La Syrie, parce que peut-être elle avait d'autres problèmes au moment de l'accord, enfin de la signature de l'accord. Le Nicaragua, je ne sais pas pourquoi, et maintenant les États-Unis. Donc c'est un petit peu navrant. Alors du coup, le mensonge fait partie de la discussion politique et scientifique, et finalement, c'est vrai qu'à force de répéter un mensonge, on peut finir par croire que ça devient la vérité. Alors vous avez ici Donald Trump. En fait, ce dessin il est totalement faux, parce que d'une part, je ne suis pas sûr que Donald Trump sache qui est Platon. Et puis d'autre part, vu le look de Platon, je pense qu'il aurait été arrêté à l'entrée des États-Unis par le décret anti-immigration de Donald Trump. Et pourtant, sur le plan purement scientifique, est-ce que du point de vue des scientifiques, est-ce que c'était illégitime, il y a déjà 30 ou 40 ans en arrière, voire même plus, de se poser la question de certains liens de causalité? Par exemple, entre la croissance de la population mondiale depuis le début du XXe siècle, la croissance du dioxyde de carbone dans l'atmosphère et l'augmentation des températures planétaires. Vous avouerez qu'il y a quand même quelque chose qui est assez singulier ici. On peut quand même se poser la question s'il n'y a peut-être pas des liens de causalité. Évidemment, il faut faire très attention à ne pas entrer dans des statistiques trop simplistes, comme ici les changements entre température et habillement, mais c'est clair que je pense que les autres diagrammes sont un tout petit peu plus sérieux. Je pense qu'effectivement, il y a des liens de causalité. On va effectivement argumenter un peu plus sérieusement tout à l'heure sur ces liens de causalité. Alors, je sais qu'il y a des membres des médias dans la salle, je vais faire très attention à ce que je dis ici. Donc, je pense que les lobbies puissants, et notamment aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, ont joué un très fort rôle pour semer le doute sur différentes thèses environnementales dans le monde politique, les décideurs économiques et même auprès du grand public. Mais je pense que les médias, ici je ne parle pas que des médias suisses, je pense que les médias suisses ont été plutôt neutres, mais toujours est-il que c'est clair que pour vendre un journal, la controverse est beaucoup plus intéressante que le consensus. Et le problème qui se pose, c'est que lorsqu'on voit des discours disons, volontairement contradictoires, on a l'impression, en lisant la presse, qu'il y a 2 communautés de taille égale qui se confrontent. Donc les climato-sceptiques, d'une part, qui représenteraient peut-être le 50% de l'opinion, et puis les scientifiques qui représenteraient l'autre 50%, ce qui n'est pas du tout le cas. On sait très bien qu'il y a un large consensus scientifique, mais même s'il y a beaucoup d'incertitudes, je reviendrai aussi là-dessus vers la fin de l'exposé, beaucoup d'incertitudes dans un système qui est aussi complexe que le climat, mais toujours est-il que, je dirais, le consensus, c'est pour 90-95% des chercheurs qui sont d'accord sur le fait que l'humain est en tout cas en partie un acteur dans l'évolution récente du climat, alors que les climato-sceptiques, eux, représentent une partie infime de la population. Et en général, on va le voir dans un petit moment, parce que le plat principal, ça va être certains discours volontairement contradictoires, la contradiction de certains discours de climato-sceptiques
ne semble pas les inquiéter beaucoup, et vous allez voir pourquoi dans un petit moment. Il y a aussi un problème que je vois souvent, en tout cas quand je vois des articles qui traitent des domaines qui sont les miens, c'est que le choix des experts est souvent sujet à caution. Donc ça peut être de vrais experts versus des experts autoproclamés et ceux qui vont finalement dire ce que la presse a envie d'entendre. Et ça devient un petit peu difficile à digérer en tant que scientifique parce que vous avez peut-être un son de cloche qui est très éloigné de la science en tant que telle et qui pourtant peut influencer l'opinion publique. L'autre question, c'est que dans une problématique, que ce soit le climat ou d'autres problématiques scientifiques complexes, est-ce que, en invitant des contradicteurs pour dialoguer ou pour contredire des scientifiques, est-ce que finalement la presse peut se poser vraiment comme arbitre dans ces problématiques complexes? Est-ce que les médias ont l'expertise nécessaire pour pouvoir pondérer le débat? Et je trouve que c'est assez délicat de mettre ensemble simplement un contradicteur avec un scientifique et les laisser se débrouiller, et puis on rapporte ça dans la presse, que ce soit la presse écrite ou les médias audiovisuels. Je pense que ça donne une mauvaise image, finalement, de la manière dont la presse peut véhiculer des concepts et des problématiques hautement complexes. Et ici, ça, c'est pas du tout un reproche aux médias suisses, je crois qu'ils sont très éloignés de ça, mais les médias anglo-saxons en particulier, et surtout les tabloïds, ont été responsables via via la formation de l'opinion publique et la formation des décideurs politiques et économiques, ils ont une part de responsabilité dans la lenteur avec laquelle certaines décisions pro-environnement, pro-climat se sont manifestées. Alors voici le plat principal. Alors la science du climat vue par les internautes, ou comment croyance, dans le sens de croire savoir, prend le dessus sur la science, disons, telle qu'on l'imagine ou telle qu'on essaye de la promouvoir dans un milieu académique comme le nôtre. Alors peut-être, pour commencer, un discours assez intéressant. Un Australien, un prof émérite, ce sera bientôt mon cas, j'espère que je ne vais pas faire les mêmes erreurs que lui, donc de l'Université de Melbourne, écrit un livre en 2009, c'est un climato-sceptique assez virulent. Cela dit, il est géologue, hein, et surtout il siège, je sais qu'il y a des géologues dans la salle, c'est pas là le problème, le problème c'est quand une discipline commence à essayer de donner la leçon à une autre discipline. Bon. Enfin bref, et en plus, Ian Plimer siège sur de nombreux conseils d'administration de compagnies minières australiennes, et évidemment ces compagnies sont souvent très virulentes contre l'idée même que l'humain puisse être un acteur dans le réchauffement climatique, puisque une bonne partie de l'électricité en Australie est générée par le charbon. Alors, regardez ce qui va suivre, c'est intéressant. À page 411, le livre en anglais, il dit que la présence de CO2 dans l'air maintient des conditions tempérées pour notre planète, ce qui est à peu près juste. Par contre, une centaine de pages avant, il écrit qu'il n'y a aucun lien entre température et niveau de CO2. Donc je veux dire, soit c'est l'une ou l'autre, mais ça ne peut pas être les deux en même temps, quoi. Ça fait vraiment penser quelque part, et surtout de nouveau aux États-Unis, ceux qui sont contre l'avortement sont pour la peine de mort, mais ils ne voient aucune contradiction dans ces deux concepts, quoi. Alors, je vais essayer d'être un tout petit peu plus scientifique maintenant, puisque quand même, je ne suis pas là pour faire le clown, quoique. Alors, première contradiction que l'on peut trouver presque à l'infini sur les réseaux sociaux, c'est qu'on va vous dire de manière très agressive, on ne peut pas mesurer avec précision les températures planétaires. Bon. Par contre, les mêmes vont dire que le réchauffement climatique s'est arrêté en 1998. Donc, soit on ne peut pas mesurer, auquel cas on ne peut pas arriver à cette conclusion-là, soit on peut, et puis là, on va voir si cette conclusion que le réchauffement s'est arrêté en 1998 s'avère juste.
Alors, ce que vous allez voir ici à l'écran, c'est, disons, la courbe de température depuis le début du XXe siècle, communément admise. Et puis, si je mets une courbe un peu lissée, on voit trois phases. Une phase de réchauffement au début des années 20 jusqu'à 40, un plateau, un hiatus autour des années 40, et puis un très fort réchauffement à partir des années 80, avec les 3 années les plus chaudes, qui sont, depuis le début des mesures dans beaucoup de parties du monde, qui sont les 3 dernières années, 2014, 2015, 2016. Alors, on va voir comment on peut aborder cette question pour tenter de nier le fait qu'il y ait peut-être une tendance à la hausse des températures. Je prends un premier exemple. Alors, Michael Crichton, vous le connaissez certainement parce que c'est l'auteur du très génial Jurassic Park. Simplement, il a commencé à dévier un petit peu de son discours assez génial dans son livre State of Fear, l'état d'urgence, écrit en 2004, où il se prend ouvertement contre la thèse du changement climatique qui serait induit par les activités humaines. Et dans son livre, qui fait à peu près 300 ou 400 pages, peut-être un peu plus, et qui se termine d'ailleurs chez des anthropophages dans les îles Salomon dans le Pacifique, donc ça donne déjà un peu le ton un peu bizarre. Toujours est-il que dans la partie du livre où il parle du climat, ce qu'il fait, il va nous montrer ce graphique. Il va nous montrer ceci. 1940 à 1975, non seulement, vous voyez, messieurs, dames, le climat ne se réchauffe pas, mais au contraire, il s'est même refroidi. Alors c'est un peu tendancieux parce qu'il avait quand même à disposition, en 2004, cette série temporelle. Donc il voyait très bien qu'il y avait une hausse des températures pendant cette période. Et c'est clair que si on prend une petite portion du graphe, c'est clair qu'on va pouvoir trouver des périodes où, pendant quelques années, peut-être 1 ou 2 décennies, le climat se refroidit. Et puis l'autre argument ici, ah oui, juste avant de passer au suivant, c'est que Crichton, du fait de son livre, a été invité à témoigner devant le Congrès. On était en plein dans l'administration de George W. Bush, qui finalement, avec le recul, est quand même beaucoup plus sympa que l'actuel président. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il vient témoigner devant le Congrès américain en tant qu'auteur de romans parfois géniaux, hein, comme Jurassic Park. Mais je ne sais pas, je crois que sa formation était économiste. J'ai rien contre les économistes, et je crois qu'il y en a dans la salle aussi, mais toujours est-il que quand on écrit des bouquins géniaux, il faut faire attention à comment on véhicule des concepts complexes d'une science qu'on ne maîtrise pas nécessairement complètement. Et pendant l'administration Bush, il n'y a aucun scientifique de renom américain qui a été appelé à témoigner par rapport à la science que l'on connaissait à l'époque sur la question climatique. Donc on invite un auteur de polar, mais pas des scientifiques, ça fait un petit peu désordre quand même. Ensuite, on a ici cette notion que le réchauffement climatique s'est arrêté en 98. Et c'est vrai que si on regarde juste cette partie du graphe, c'est vrai qu'il y a une espèce de hiatus, et il y a évidemment beaucoup de recherches qui ont été effectuées pour essayer d'expliquer ce hiatus, parce que c'est clair, et les climato-sceptiques nous l'ont martelé assez souvent, pendant cette période, on continuait allègrement à émettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ce qui est tout à fait vrai. Simplement, le système climatique est relativement complexe. Ce n'est pas juste une question de lien de causalité linéaire direct entre quantité de CO2 dans l'atmosphère et température de la planète. Il y a beaucoup d'autres éléments qui entrent en ligne de compte. On a les océans qui, pendant cette période-là, ont absorbé beaucoup de chaleur. On a vu les glaces polaires fondre extrêmement rapidement. Donc, lorsque vous avez une quantité non infinie de chaleur dans le système, à un moment donné, cette chaleur va être utilisée pour réchauffer l'atmosphère. À d'autres moments, ça va être utilisé pour réchauffer les océans et faire fondre les glaces polaires. Ça ne peut pas faire tout en même temps. Et donc, de nouveau, il y a aussi des méthodes statistiques robustes. Et d'ailleurs, l'Organisation météo mondiale nous dit que, en fait, on ne peut pas prendre des séries temporelles inférieures à au moins 30 ans pour justement avoir des statistiques robustes sur les tendances, pour essayer d'expliquer ou pour essayer de déceler des tendances au niveau de l'évolution climatique. Donc prendre une dizaine d'années, c'est effectivement en dessous de cette période de 30 ans. Et évidemment, on peut toujours choisir ce que l'on veut pour essayer de contredire finalement la thèse ou le consensus scientifique. Et pourtant, et ça, j'ai fait ce graphique juste par curiosité moi-même,
simplement en prenant les concentrations de CO2 ou leur évolution dans le courant du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui et l'évolution des températures, et on voit, et sans autre artifice statistique, on voit une très jolie relation linéaire qui nous indique que, grosso modo, pour chaque différence de 100 parties par million de CO2 dans l'atmosphère, on peut changer la température de la planète de plus ou moins 1 degré. Et c'est à peu près ce que l'on voit aujourd'hui. Donc il y a effectivement, ce lien assez net entre quantité de carbone dans l'atmosphère et température atmosphérique. Alors l'évolution sur des courtes périodes, inférieures à une dizaine d'années, va être modulée par les interactions complexes que l'on peut avoir entre l'atmosphère et les océans, entre les glaces polaires et l'atmosphère, entre la biosphère terrestre et l'atmosphère, etc. Donc vous avez énormément de systèmes qui sont en interaction. J'espère que je n'ai pas trop de mes anciens étudiants qui sont parmi nous aujourd'hui, parce que là, je l'ai martelé à plusieurs fois pendant mes cours, donc ils risquent de s'endormir dans la salle, donc je vais passer rapidement à autre chose. Alors ici, on a évidemment souvent l'argument, mais ouais, on parle de changement climatique aujourd'hui, mais le climat a toujours changé dans le passé, ce qui est juste, c'est tout à fait juste. Mais là où les climato-sceptiques nous avancent cet argument, c'est que, en fait, ils n'ont pas compris que le changement climatique qu'on observe aujourd'hui, il n'est pas influencé que par les facteurs naturels qui ont occasionné des changements climatiques dans le passé. Parce que le même état climatique à deux périodes distinctes dans le passé peut avoir différentes causes ou des causes multiples, dont aujourd'hui, évidemment, le facteur humain. Alors, ce que je vais vous montrer ici, et beaucoup de personnes connaissent ce graphique, c'est, à mon avis, peut-être le diagramme le plus important que le GIEC ou l'IPCC, le panel d'experts sur le climat, a publié dans ses différents rapports qui ont démarré dans les années 90 déjà, le dernier datant de 2013. Alors ici, vous avez la courbe observée des températures planétaires, que vous avez déjà vu sous une autre forme tout à l'heure. Et pour essayer de voir certains liens de causalité, on peut poser la première hypothèse selon laquelle, en fait, ceci n'a rien à voir avec les activités humaines, c'est uniquement lié aux fluctuations, par exemple, d'énergie solaire qui peuvent moduler le climat, c'est lié à l'activité volcanique qui, en injectant de grandes quantités d'aérosols, de poussière dans la haute atmosphère, peut refroidir le climat. Vous avez également les changements de température de l'océan, les événements de type El Niño, comme on a vécu en 2015-2016, et qui expliquent d'ailleurs en large partie les températures records de notre planète ces 2 dernières années. Donc, on peut essayer de reproduire cette courbe de température en utilisant des modèles de simulation climatique qui sont basés sur la physique du système climatique, et essayer de voir si effectivement on peut expliquer ces changements de température dans le courant du XXe siècle uniquement par des facteurs naturels. Et puis vous voyez ici, vous avez les résultats d'une trentaine de modèles de climat, donc c'est pour ça que vous avez une bande de solutions assez large. Chaque modèle va donner une réponse un petit peu différente par rapport au modèle voisin. Mais toujours est-il que vous voyez que tous les modèles, sans exception, nous disent que si on tient compte uniquement des facteurs naturels que l'on sait être capable de faire évoluer le climat, eh bien le climat devrait être plus froid que ce que l'on observe. Et du coup, si maintenant on ajoute à ces facteurs naturels l'effet anthropique, c'est-à-dire l'effet de serre amplifié par les activités humaines, eh bien là, vous voyez qu'on arrive à faire coller beaucoup mieux les courbes simulées et la courbe observée. Ce qui a permis à l'IPCC, ou le GIEC, si vous voulez, en français, de conclure avec un certain degré de confiance, statistiquement parlant, que non seulement l'humain est partie prenante dans l'évolution récente du climat, mais il est peut-être même l'élément dominant depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, puisque vous voyez, à partir des années 80, les courbes bleues et les courbes rouges commencent à diverger, avec une dominance de l'effet humain par rapport à tous les autres effets capables d'influencer le système climatique. Vous avez d'autres arguments du type, en fait, le CO2 dans l'atmosphère est une conséquence de la hausse des températures et non la cause.
Et ça a été un argument choc parce que quand on a commencé à analyser les corrélations entre température et gaz à effet de serre dans les carottes de glace au Groenland, en Antarctique, on peut maintenant remonter jusqu'à 800 000 ans en arrière, mais les premières carottes nous remontaient à environ 400 000 ans. Et je vais vous montrer un diagramme. On voit effectivement, et je vais vous montrer ça tout de suite, ici vous avez une des carottes les plus célèbres des années 90 qui a été extraite à la base russe de Vostok en Antarctique. Et là vous voyez une série temporelle de 400 000 ans, donc 400 000 ans en arrière jusqu'à nos jours sur la droite, et des pics et des creux de température liés au passage de périodes glaciaires aux périodes interglaciaires telles que celles que l'on vit actuellement. Et puis en bas, on a pu faire des analyses des petites bulles d'air piégées dans les glaces polaires. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on a également une corrélation assez frappante entre les fluctuations de dioxyde de carbone et les fluctuations de température. Maintenant, si on regarde d'un tout petit peu plus près, vous voyez qu'effectivement, les pics de température précèdent les pics de dioxyde de carbone, ce qui évidemment a fait dire à beaucoup de détracteurs de la thèse selon laquelle l'humain, en émettant beaucoup de gaz à effet de serre, est en train de réchauffer le climat. Eux, ils disent, ben non, regardez, là, ici, on voit que c'est d'abord les températures avant que le dioxyde de carbone se manifeste. Alors, en fait, c'est pas nécessairement contradictoire. Je vais essayer de vous le montrer avec le prochain diagramme. Donc, imaginez, vous êtes en plein dans la dernière grande glaciation, il y a 30 000 ans en arrière, par exemple. Vous avez une bonne partie de la planète qui est complètement gelée. Et une des raisons pour lesquelles on a ces passages de périodes glaciaires à des périodes interglaciaires, c'est parce qu'on a des instabilités des paramètres astronomiques de notre planète. La trajectoire de la Terre autour du Soleil, les fluctuations de l'axe d'inclinaison de la Terre. Vous avez plusieurs cycles, appelés cycles de Milankovitch, d'après un physicien serbe qui, après des travaux d'ailleurs d'un géologue neuchâtelois qui s'appelait Louis Agassiz, déjà au XVIIIe siècle, qui avait déjà émis l'hypothèse selon laquelle les passages de glaciation interglaciaire étaient liés à des fluctuations de climat. Et bien là, on a pu mettre en évidence que ce sont les instabilités des paramètres astronomiques de notre planète qui induisent les périodes glaciaires et la disparition des grands glaciers continentaux pendant les périodes interglaciaires. Alors, ce qui se passe, c'est que vous avez déjà une première vague de chaleur qui arrive liée au cycle de Milankovitch. Donc, vous avez les températures qui vont commencer à se réchauffer sous l'action des paramètres de Milankovitch qui deviennent favorables à une planète un peu plus chaude. Donc ça va commencer à faire fondre les glaces et surtout la banquise, les glaces flottantes, ce qui fait que l'océan, à son tour, va commencer à se réchauffer et un océan qui se réchauffe va commencer à dégazer une certaine quantité de dioxyde de carbone. Ce qui va induire une deuxième phase de réchauffement liée cette fois-ci à l'effet de serre. Donc vous avez en fait deux mécanismes thermiques. Un qui est lié aux fluctuations des paramètres orbitaux de notre planète, qui commence à faire fondre les glaces et surtout la banquise. Ça permet à beaucoup de carbone de rentrer dans l'atmosphère et amplifier l'effet de serre. Donc vous avez deux mécanismes et non pas un seul, qui explique pourquoi vous avez les températures, la hausse des températures qui précède la hausse du dioxyde de carbone. Celui-ci est assez joli aussi, c'est un petit peu ce que je disais à propos d'être contre l'avortement, mais pour la peine de mort. C'est ici, vous avez l'augmentation des canicules et d'autres extrêmes ne peut être attribuée au changement climatique, alors qu'en même temps, ces détracteurs ne verront aucune contradiction à dire qu'en fait, les hivers froids sont la preuve qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Vous voyez, c'est un peu pernicieux comme argumentation. Alors ici, on va voir que, en fait, les deux sont possibles en même temps. Alors de nouveau, je m'excuse auprès de certains collègues qui ont vu ça au moins une dizaine de fois depuis que je suis à Genève. Donc vous avez ici une courbe hypothétique de température, c'est peut-être, je sais pas, des températures d'une ville de moyenne montagne ici en Suisse. Donc vous avez la fréquence d'occurrence de différentes classes de température sur l'axe horizontal. Vous aurez évidemment la moyenne ou la médiane qui représente la classe de fréquence d'apparition la plus élevée. Et puis, on peut caractériser des extrêmes de froid ou de chaud
en tronquant cette courbe aux alentours de 10%. Donc ici, dans la zone bleue, vous avez le 10% des températures les plus froides qui pourraient être considérées comme des vagues de froid, et le 10% des températures les plus chaudes qui pourraient être considérées comme des périodes caniculaires. Alors maintenant, si vous réchauffez, peut-être pendant un été ou peut-être plus durablement sous l'action du changement climatique, si vous réchauffez la moyenne des températures, ce qui va se passer, et si rien d'autre ne change, c'est que vous déplacez la courbe vers la droite. Et du coup, vous avez une augmentation automatique du nombre de jours extrêmement chauds par rapport à la situation de référence donnée par la courbe blanche. Et ça, c'est si vous n'avez aucun changement de la variabilité climatique. Alors que beaucoup d'études semblent indiquer que le climat plus chaud entrera dans différents modes d'excitation du fait d'une plus grande énergie dans le système. Et donc, cette variabilité plus grande va se traduire par une extension de la distance entre les deux extrêmes que vous voyez sur cette courbe. Et ça nous donnerait quelque chose comme ceci. Donc, avec augmentation de la variabilité climatique, vous voyez qu'on a étendu la distance entre les deux extrêmes, ce qui fait que, d'une part, dans un climat plus chaud, vous allez forcément avoir beaucoup plus de canicules, mais vous pouvez en même temps avoir des périodes extrêmement froides, parce que la variabilité permettrait de temps à autre d'avoir des périodes assez froides. Souvenez-vous, ici, en février 2012, on avait moins 20, moins 22 degrés à Genève, alors que l'été suivant, on était sous une mini-canicule, on a eu passé 33-34 degrés pendant le même été. Donc c'est un peu dans ce sens-là qu'on va se diriger de plus en plus fréquemment. Et du coup, cet argument comme quoi on ne peut pas prouver que les canicules ou la hausse des canicules est due au changement de la moyenne des températures, et qu'en même temps on dise mais finalement les périodes de froid sont la preuve que le climat ne se réchauffe pas, eh bien ce sont des arguments fallacieux parce qu'on peut démontrer, ne serait-ce que par la statistique, par l'observation, par la simulation, que les deux changements sont possibles en même temps. Et peut-être je terminerai par celui-ci. C'est que, vous savez, ma brave dame, on n'arrive pas à prédire la météo de demain, alors imaginez le climat dans un siècle, c'est complètement illusoire. Et en même temps, on va nous dire, très sérieusement, qu'on se dirige vers une nouvelle ère glaciaire. Donc, soit on ne peut pas simuler le climat, auquel cas on ne peut pas affirmer qu'on va se diriger vers une nouvelle époque glaciaire, soit on peut, et auquel cas on peut aussi prédire jusqu'à un certain point ou projeter un ou plusieurs types de changements de climat dans les décennies à venir. Alors, c'est vrai qu'on est très embêté dans des systèmes hautement non linéaires comme le climat, parce que ce sont des systèmes qui ont des seuils à l'intérieur du système, et parfois, si on franchit certains de ces seuils, eh bien, on peut passer d'un mode plutôt calme à un mode beaucoup plus chaotique. Et c'est clair que Lawrence, qui était un mathématicien au MIT à Boston, déjà dans les années 60, avait fait un constat un petit peu ennuyeux pour justement la communauté des prévisionnistes météo et des climatologues, c'est qu'il avait dit, mais en fait un système hautement non linéaire comme le climat est un système qu'on ne peut pas prédire. Et c'est pas faux, vous allez voir pourquoi ici. Donc ici, je vous montre les résultats du modèle de Lawrence. C'est un modèle relativement simple, qui essaye de synthétiser le fonctionnement de l'atmosphère planétaire. On injecte un petit peu d'énergie dans le système et puis on voit comment l'atmosphère synthétique va distribuer cette énergie à l'intérieur de cette atmosphère hypothétique. Alors ici, vous avez, bon, R, c'est juste une mesure de la quantité d'énergie qu'on intègre dans le modèle. Et vous voyez qu'avec R égale 12, eh bien, le système, il entre dans un mode d'oscillation assez tranquille. Il est même un peu dissipatif. Vous voyez qu'à la fin, sur la droite, à la fin de la simulation, ben, l'amplitude des oscillations est moins grande qu'au début. Si j'augmente de 50%, on voit qu'il ne se passe pas grand-chose non plus. C'est toujours un peu la même chose. On double par rapport à la situation initiale. Toujours un mode oscillatoire. Peut-être on voit que les oscillations sont d'un peu plus grande amplitude. Maintenant, regardez, je vais ajouter simplement... Ici, j'ai doublé de 12 à 24, et il ne s'est pas passé grand-chose. Maintenant, je vais ajouter 1 à ce paramètre-là. On va passer de 24 à 25. Et vous voyez ce qui se passe. On a passé un seuil, et passé ce seuil, on entre dans un système beaucoup plus complexe.
Et si j'ajoute encore 1, la complexité augmente. Vous voyez, on a des oscillations qui sont tout à fait irrégulières, caractéristiques d'un système qui est proche d'un système dit chaotique. Alors évidemment, si on ne connaît pas avec précision les conditions de départ de la simulation, eh bien on peut faire dire tout et n'importe quoi à ce modèle. Et c'est pour ça que Lawrence, lorsqu'il a révélé mathématiquement ce problème, a parlé de la sensibilité du modèle aux conditions initiales, c'est-à-dire la sensibilité des résultats du modèle aux conditions de départ du modèle. Alors évidemment, on a dû effectivement essayer de voir comment on pouvait contourner ce problème lorsqu'on fait des prévisions météo sur le court terme ou lorsqu'on fait des prévisions climatiques sur le beaucoup plus long terme. Et justement, c'est là que la puissance informatique d'aujourd'hui, ou même depuis une vingtaine d'années, nous permet de faire non pas une seule simulation, qui serait certainement fausse. Vous voyez sur ce diagramme, si vous choisissez R égale 28 ou R égale 25, vous allez avoir des réponses totalement différentes. On va au contraire faire peut-être des centaines de simulations en modifiant légèrement les conditions de départ. Et puis ça va nous permettre de voir s'il y a une cohérence entre les résultats de ces modèles à partir des petits changements de conditions de départ. Et ça peut nous donner quelque chose comme ceci, qu'on appelle des simulations d'ensemble, c'est-à-dire on utilise le même modèle, mais on fait varier très légèrement les conditions de départ, et pour chaque variation, eh bien, on a une courbe. Et au bout de 500, de 1000 simulations, comme sur ce diagramme, eh bien, vous avez un nuage de solutions des modèles dans lequel se trouve certainement la vérité. Donc évidemment, là où Lawrence a raison, c'est qu'on ne peut pas dire avec précision ce qui va se passer et à quel moment dans le temps et à quel endroit dans l'espace. Par contre, il y a si vous regardez le diagramme, vous voyez qu'il y a une cohérence dans les tendances sur le long terme. C'est-à-dire tous les modèles, toutes les simulations nous indiquent que, forcés par les quantités de CO2 en augmentation, tous les modèles nous donnent une réaction de température à la hausse. Et donc, plutôt que d'essayer de simuler avec un seul modèle et une seule condition initiale, on va effectivement trouver ce nuage de solutions et on va pouvoir adopter une approche un peu probabiliste pour essayer de déterminer quelle serait la solution la plus probable dans ce nuage de points. Donc on est passé dans les années 60 et les années 70 à des simulations simples, puisqu'on n'avait pas les moyens informatiques à disposition, à ces simulations d'ensemble qui nous permettent d'avoir une approche plus probabiliste concernant les solutions possibles. Et donc voilà, vous voyez qu'il y a une certaine cohérence, comme je le disais tout à l'heure, sur les tendances, sur les différences, sur les augmentations de température dans le temps, quelle que soit la condition initiale avec laquelle on a démarré ces différentes simulations. Alors j'aimerais pas terminer avant juste une petite anecdote, parce qu'elle est quand même amusante et ça montre un petit peu à quel point il y a une certaine virulence, une certaine agressivité de la part de certains internautes. C'est-à-dire, le sceptique va être tellement dans son truc qu'il va tenter de contredire le scientifique, même quand il n'y a pas de désaccord. Et ça m'est arrivé, j'avais été interviewé par Swiss Info, vous pouvez d'ailleurs trouver ça sur le site de swissinfo.ch, donc en 2010. C'était en plein après la débâcle de la conférence de Copenhague, et on m'a demandé finalement est-ce que finalement il y a vraiment un consensus scientifique, etc. Et puis moi je réponds consensus oui et non. Entre scientifiques, les débats sont réels sur tel ou tel aspect du climat, et je souligne en jaune sur les incertitudes derrière certaines conclusions. Ça fait partie du cours normal de la science. Sans débat, la science n'avance plus. Alors Swiss Info reçoit un certain monsieur Pollux, 18 février 2010. Monsieur Beniston refuse d'admettre les incertitudes liées à la complexité du système climatique. Je veux dire, il n'est même pas capable de lire ce qui se trouve sur le site trois lignes plus haut, quoi. Je veux dire, c'est quand même assez incroyable. Et c'est là que, finalement, je ne dis pas que c'était une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de partir à 64 ans plutôt qu'à 65 ans, mais c'est vrai qu'il y a une certaine lassitude qui s'installe quand on est constamment bombardé par des messages de très mauvaise foi, très agressifs, et je pense que
les sceptiques ont une force par rapport aux scientifiques, notamment que le climato-sceptique va en général attaquer en premier par un tweet agressif. Il va quand même essayer de mettre en pièces la thèse scientifique, alors que le scientifique devra, lui, argumenter sur la base d'une science un peu plus robuste, mais il doit justifier ses travaux, ce qui le met dans une position de faiblesse. Vous avez aussi le fait que le climato-sceptique, en général, il évoque des certitudes absolues, et lui, il ne remet jamais en cause son discours, lui, il est certain de dire la vérité, alors que le scientifique va effectivement évoquer les incertitudes et les limites de sa recherche. Et puis, troisième point, je dirais que le climato-sceptique sur réseau social se cache derrière un pseudonyme, alors que nous, et fort heureusement, je dirais, on doit avancer à visage découvert. Donc on est vraiment dans un monde qui est totalement inégal ici, et c'est peut-être là l'aspect qui me dérange le plus dans les réseaux sociaux, parce qu'il y a évidemment beaucoup d'autres aspects des réseaux sociaux, beaucoup d'autres aspects de l'Internet qui sont absolument géniaux et qui ont fait avancer énormément de connaissances. Alors justement, c'est peut-être pour pacifier les journalistes qui sont dans cette salle, je vais aussi donner un petit coup de griffe à pas certains de mes collègues, mais de manière générale certains scientifiques, parce que seraient-ils aussi en partie responsables de ce manque de réactivité de la science par rapport à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Alors et surtout au début, lorsqu'on commençait à parler du changement climatique dans les années 90, les messages étaient finalement beaucoup trop alarmistes, ce qui est souvent contre-productif pour faire réagir positivement quels que soient les décideurs. Je dirais que tous les scientifiques ne sont pas de bons communicateurs, on n'est pas nécessairement entraîné pour ça non plus, mais si on ne communique pas, c'est finalement considéré comme un aveu de faiblesse ou un aveu selon lequel on a peut-être quelque chose à cacher. Et donc, on va commencer à partir de là à tenter de discréditer la thèse scientifique. Et peut-être, vous allez penser que je suis très prétentieux ici, mais je pense que tous les scientifiques ne sont pas de bons chercheurs. Et je dirais que certains scientifiques qui adhèrent à plein dans la thèse du changement climatique, s'ils n'argumentent pas correctement, peuvent faire autant de dégâts que les climato-sceptiques. Et ça, c'est effectivement quelque chose de parfois assez malheureux, notamment quand c'est repris justement dans les médias. Et je vais faire une petite digression ici, et je vois mon ami et collègue Marcos les cheveux vont se dresser sur la tête. Je dirais, dans le monde hautement concurrentiel dans lequel on vit, on est beaucoup plus obsédé de parfaire son CV avec des publications. Et je pense que cette course effrénée à une publication à outrance est un frein à la réflexion, à l'innovation, à la communication. Puisqu'on sait aujourd'hui, étant donné la concurrence acharnée que se livrent les chercheurs pour simplement pouvoir accéder à un poste fixe, par exemple, eh bien, en tout cas en science, les seuls critères qui sont considérés comme valables, c'est le nombre de publications, son facteur d'impact, le type de journal dans lequel on publie, et ce fameux H-facteur qui est, pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que le facteur H, comment est-ce que vous pouvez ne pas savoir ce que c'est le facteur H? Toujours est-il que c'est un croisement statistique entre le nombre de publications et le nombre de citations que vous avez. Par exemple, un facteur H de 10 voudrait dire qu'il y a au moins 10 revues qui vous ont cité au moins 10 fois. Super intéressant. Le problème, c'est que tout le monde court après ce facteur H parce que celui qui a un facteur H de 11 va avoir peut-être plus de chances d'accéder à un poste fixe que celui qui a un facteur H de 10. Le problème, c'est que quand on est en train de publier à tour de bras, est-ce que vraiment on est en train de sérieusement lire une littérature scientifique qui est de plus en plus pléthorique? Et est-ce qu'on est vraiment en train de se donner le temps et le recul nécessaire pour absorber le contenu scientifique d'un article? Et ça, je pense qu'effectivement, je dirais, j'étais à la leçon d'adieu d'un autre collègue à l'Université de Fribourg il y a une dizaine de jours, qui est d'ailleurs dans cette salle, qui a dit exactement la même chose. Publier dans Nature et Science ou d'autres revues ne devrait pas être un but en soi, mais devrait être encouragé lorsqu'on a quelque chose de novateur à exprimer. Alors c'est très bien de pouvoir dire qu'on a des articles dans des revues prestigieuses, mais finalement, si c'est juste quelque chose
d'intéressant scientifiquement, mais qui fait pas nécessairement progresser la science de manière importante, finalement, quelle est la finalité de tout ça? Et je dirais même que, en tout cas, dans le domaine climat, il y a des domaines aujourd'hui que l'on ne développe plus, et des domaines importants comme les modèles de simulation climatique, qui sont toujours basés sur des structures et des concepts qui datent des années 70 ou 80. Et les jeunes chercheurs aujourd'hui ne vont plus mettre les mains dans le cambouis, si j'ose dire, parce que ce n'est pas vendeur sur le plan des publications. C'est-à-dire, on va dévier vers autre chose qui est peut-être plus intéressant sur le plan immédiatement scientifique, mais qui va occulter la nécessité de continuer le développement des outils informatiques qui sont ceux qui ont mis à jour, qui ont mis en lumière la question climatique et qui finalement a abouti, entre autres, à la signature de l'accord de Paris. Et je trouve très, très dommage que pour des questions d'obsession à la publication, on est en train de contourner complètement des domaines qui restent encore aujourd'hui extrêmement importants. Alors j'aimerais juste, en quelques minutes, juste esquisser très rapidement certains défis scientifiques qui nous attendent, parce que c'est clair que dans un domaine aussi complexe que le climat et d'autres domaines de l'environnement planétaire, on ne sait pas tout sur tout, on n'est pas des climato-sceptiques, on n'est pas des internautes Twitter, et donc on a l'humilité de dire qu'il y a encore énormément de domaines qui nécessitent éclaircissement, ce que l'OMM a appelé les Grand Challenges du climat, donc des efforts qui doivent être faits, par exemple, entre la fonte des glaces et la montée des océans, ce qui peut paraître évident, mais aujourd'hui, il y a tellement d'incertitudes sur ce qui se passe au Groenland, par exemple, que ça donne d'énormes incertitudes sur l'évolution future de la montée des mers, le rôle des nuages et des aérosols sur le climat, les liens de causalité entre extrêmes météorologiques et changement climatique. On a vu une petite ébauche d'explications tout à l'heure. Le cycle de l'eau, évidemment, est extrêmement important pour l'humanité et la disponibilité en eau douce. Comment est-ce que tout ceci va réagir et à quels endroits de la planète? On a évidemment besoin d'énormément d'informations scientifiques, à supposer que l'accord de Paris soit mis en œuvre, mais il y a beaucoup d'informations scientifiques manquantes qui nécessiteraient d'être mises en évidence par des recherches approfondies. Et puis, vous avez vu tout à l'heure les simulations du modèle de Lorentz avec un effet de seuil dans le système qui nous a fait passer d'un système fluctuant, mais gentiment fluctuant, à un système beaucoup plus chaotique. Et je pense que si j'avais encore 5 ou 10 ans devant moi, je pense que c'est dans ce domaine-là que je me serais encore beaucoup plus intéressé. D'ailleurs, 2 ou 3 membres du groupe climat ici à l'ISE sont en train de travailler sur des domaines de ce type. Et juste pour vous montrer de quoi je parle ici, vous avez différents domaines, différentes parties du monde qui peuvent réagir au réchauffement ou au changement climatique en cours. Et en modifiant le comportement de ces différentes composantes du système climatique, du système de notre planète, eh bien, peuvent induire des changements importants dans le comportement même du climat. C'est-à-dire, par exemple, la fonte de la banquise va remplacer progressivement, et même assez rapidement, des surfaces froides qui réfléchissent beaucoup d'énergie par des surfaces beaucoup plus sombres qui en absorbent beaucoup plus, ce qui peut induire une augmentation encore plus rapide que des températures planétaires, que ce que les prévisions du GIEC laissent entendre. Et juste pour vous donner un exemple parmi de nombreux autres, vous savez certainement que dans le Grand Nord sibérien ou canadien, du côté de l'Arctique, vous avez des sols gelés en permanence, ce qu'on appelle le permafrost. On trouve aussi en haute montagne, ici dans les Alpes, dans l'Himalaya, le plateau tibétain. Et dans ce permafrost, vous avez énormément de matériel organique qui a été piégé lors de la dernière grande glaciation dans ces glaces. Et si ces glaces commencent à fondre sous l'action du réchauffement atmosphérique en cours, eh bien, cette matière organique va être libérée et va permettre d'augmenter encore plus les quantités de carbone dans l'atmosphère. Ici, on a des estimations des réserves de carbone dans le permafrost, au niveau du méthane, à peu près 200 gigatonnes, milliards de tonnes, et pour le CO2, à peu près 500 milliards de tonnes.
Ce qui veut dire que si on prend les projections du GIEC, de l'IPCC, ça, c'est l'éventail des hausses de température que l'on connaît depuis maintenant pas mal de temps. Hein. Ça va vraiment dépendre des quantités de gaz à effet de serre que l'on émet dans l'atmosphère. Mais vous avez également la possibilité d'augmenter encore plus les températures si le carbone piégé dans le permafrost devait fondre. Et du coup, on pourrait avoir effectivement, bon ça c'est tout à fait hypothétique, mais on pourrait avoir tout d'un coup un saut dans la deuxième moitié du XXIe siècle qui nous mènerait dans un climat encore beaucoup plus chaud que les prévisions les plus pessimistes de l'IPCC. Alors j'en viens à mon titre initial. Finalement j'ai parlé, finalement pas tant que ça des réseaux sociaux, mais j'ai parlé d'un tas d'autres trucs qui sont liés quand même de près ou de loin à l'Internet et la façon dont les internautes utilisent l'information qui est véhiculée, entre autres, via les réseaux sociaux. Et je pense que notre rôle en tant que chercheur, en tant que membre d'une communauté académique, c'est de surtout ne pas sacrifier l'éducation. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve absolument passionnant que autant d'informations circulent sur le web, ce qui a permis effectivement à beaucoup de non-experts de pouvoir assimiler des informations fort intéressantes sur le monde qui les entoure. Le problème, c'est que, c'est ce que je disais en préambule, si on prend comme argent comptant tout ce qu'on trouve sur le web sans pondérer cette information, eh bien, ça donne l'impression que croire savoir a autant de poids que la rigueur de la méthode scientifique et qu'un tweet de 140 caractères a le même poids que des années de recherche. Et ça, je trouve extrêmement dommageable. Alors du coup, en tant que scientifique, je crois qu'on peut effectivement participer à ces efforts d'éducation, simplement en montrant comment on peut mieux utiliser et surtout pondérer et voire critiquer le contenu de ce qu'on trouve sur le web. Je pense que c'est pas du tout élitiste de dire qu'on a peut-être une contribution à faire par rapport à la manière dont on utilise les informations que l'on trouve sur le web. Et du coup, et d'ailleurs, on dit ça aussi à nos étudiants, puisque certains de nos étudiants vont se contenter de trouver un texte sur Wikipédia et puis de nous le répondre dans leurs travaux, leurs différents travaux. Et je crois qu'il faut aller au-delà de simplement utiliser Wikipédia ou d'autres informations sur le web sans une critique qui est le rôle même du scientifique. Critiquer ce qu'il voit, essayer de voir s'il n'y a pas des failles dans ce qu'on trouve sur le web, pour ensuite avoir in fine quelque chose de beaucoup plus robuste sur le plan de l'information scientifique. Et je crois que là, on a encore un grand rôle à jouer. Et tout à la fin, ce que j'aimerais juste mentionner, c'est que les attaques qu'on a eues depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, disons 20-25 ans, de la part des climato-sceptiques, relayées par les réseaux sociaux, puisqu'il faut que j'utilise ce mot dans mon discours, un aspect positif, c'est que, justement, vu les attaques qu'on a eues, le scepticisme, les insultes, il y a même eu des menaces de mort, notamment toute une série de climatologues australiens qui ont été menacés de mort, au point où, pendant quelques semaines, il y a eu la police qui venait les protéger dans leur bureau. Le fait même qu'on ait des critiques, d'où qu'elles viennent, on a dû réagir. Et ça a eu cet aspect positif qu'en réagissant, eh bien, on a pu parfaire nos études scientifiques, parfaire l'argumentation, approfondir nos recherches, afin de parfaire notre science, mais aussi de pouvoir mieux répondre aux questionnements légitimes du public. Voilà, j'avais promis tout à la fin un certain nombre de remerciements. Et c'est clair que si je devais remercier tout le monde que j'ai vu pendant ma carrière, je ne pense pas qu'on serait en train de prendre l'apéritif avant demain après-midi au plus tôt. Donc j'ai commencé à l'université de Macquarie en tant que jeune assistant, j'avais 20 ans en 1973, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 31 juillet ici à l'université de Genève. Et puis vous voyez, je suis quand même optimiste, là je me mets comme jeune retraité, n'est-ce pas, à partir du 1er août de cette année. Donc, juste avant de passer aux remerciements proprement dit, j'aimerais juste évoquer trois
éléments qui m'ont particulièrement plu dans ma carrière, c'était mon passage à l'École polytechnique fédérale de Zurich, où vraiment on a eu des possibilités de recherche indépendantes et très stimulantes. Ma vice-présidence dans les années 90 d'un des groupes de travail du GIEC, ça a été vraiment, finalement, je dirais effectivement, comme l'a relevé d'ailleurs Jérôme, un tremplin pour ma carrière. Évidemment, et c'est pas pour flatter nos dirigeants qui sont ici aujourd'hui, mais j'ai vraiment adoré mes années ici, passées ici à l'Université de Genève, et je remercie vraiment de tout cœur tous ceux qui ont permis ces 11 ans d'être aussi agréables. Alors, je commence par rectorat et décanat. On a eu le rectorat Weber tout au début de notre mandat, enfin de mon mandat en 2006, et c'était une période assez turbulente. Certains collègues qui sont ici, qui l'ont connu aussi. Simplement, très rapidement, avec un certain nombre d'étudiants très crédibles qui ont commencé notre master, des gros projets qu'on a pu engranger, eh bien, un des vice-recteurs de l'époque, Pierre Spirer, a effectivement compris que l'ISE était quelque chose de crédible et de sérieux, et c'est à partir de là, on a passé un effet de seuil, mais pas dans le sens chaotique du mot, plutôt dans le sens très positif. On a commencé à avoir un soutien très important de la part du rectorat et du rectorat suivant, le rectorat de Jean-Dominique Bassali. Donc je remercie évidemment Jean-Dominique qui est présent, Guillemette Balens et Jean-Luc Veuté. Et puis, disons, l'état de grâce a continué avec le rectorat actuel, donc Yves Flukiger et en particulier Yves et Jean-Marc Triscone pour leur soutien massif. Un petit clin d'œil à Jean-Dominique, je crois qu'il me voue une amitié éternelle parce que il y a quelques années, j'ai envoyé cette photo prise au pôle Nord où j'ai réussi à faire tenir le drapeau de l'Université de Genève par Patrick Ebicher. Je ne sais pas si vous savez qui c'est. Ensuite, et ça c'était une gageure parce que rien ne garantissait que cette expédition allait fonctionner, mais on a eu vraiment le soutien Jean-Dominique, Jean-Luc Veuté, qui nous ont vraiment soutenus financièrement, moralement, pour cette expédition assez unique, je dois dire, de planète solaire. Et puis, peut-être de manière plus permanente, on a inauguré ce superbe bâtiment de l'Uni Karl Vogt il y a 2 ans, enfin superbe quand la climatisation marche. On a eu quelques petits problèmes très récemment. Et puis, au niveau des décanats, on a eu d'excellents liens avec tous les décanats, je dirais, des facultés qui nous soutiennent, qui soutiennent le projet ISE. Et ensuite, évidemment, j'aimerais remercier très chaleureusement Bernard de Barbieux, notre vice-directeur, pour avoir vraiment œuvré, tiré à la même corde en ce qui concerne la direction de cet institut, ce qui n'était pas nécessairement une mince affaire, c'était pas nécessairement un long fleuve tranquille tout le temps, mais c'était très agréable de travailler avec toi, Bernard. Le service de presse de l'Uni, évidemment, sans ce service de presse, on n'aurait peut-être pas été aussi fortement médiatisé, et notamment pendant l'expédition Planète Solaire en 2013, je crois que Didier Rabou et son équipe avaient relevé à peu près 1400 articles de presse, médias, audiovisuels, etc. pendant cette expédition, un peu partout dans le monde. Donc merci à Didier, je sais qu'il est malheureusement pas là ce soir. Et puis aussi pour la contribution à l'organisation de ce soir, Natacha, merci pour avoir œuvré pour le succès de cette soirée à tous les niveaux. Je ne vais évidemment pas oublier tous les collègues de l'ISE. Comme l'a relevé notre recteur, c'est clair qu'une seule personne ne porte pas un projet, c'est vraiment toute une équipe de chercheurs et d'enseignants. Et donc j'aimerais vraiment remercier chaleureusement tout le monde qui a tiré à la même corde pour que l'ISE puisse fonctionner, et parfois dans des conditions pas toujours évidentes. Également au niveau des membres du personnel administratif, sont toutes ici présentes, Catherine, Laure, Noémie, Pascal. Au niveau informatique, Thierry, même s'il ne mérite pas toujours. Et au niveau technique, Eric, avec lequel on a eu évidemment des échanges toujours très, très fructueux et très, très chaleureux. Et puis je souhaite une bonne chance à la future direction, bien évidemment. On arrive au bout, rassurez-vous.
Évidemment, après une vingtaine d'années de prof entre Fribourg et Genève, ici, je remercie vraiment très très chaleureusement le groupe Climat. Donc vous avez ici les noms des personnes présentes, passées et peut-être futures, donc qui ont passé à un moment ou à un autre ou qui sont déjà, qui sont encore ici et qui le seront encore demain. Au niveau du groupe Climat, donc une trentaine de personnes, et vous voyez la diversité de disciplines représentées par les différentes personnes. Ça montre aussi ce qu'il faut comme compétences pour étudier les différents aspects de ce système très complexe que l'on appelle le climat. Et puis, bon, malheureusement, elle n'est pas là. Je pense qu'elle est en train de me regarder sur Skype. Donc, heureusement qu'elle n'est pas là parce qu'elle a horreur que je parle d'elle en public. Mais je ne peux pas ne pas remercier mon épouse Danielle parce que c'est pas toujours évident, je pense, d'être la femme d'un chercheur et d'un prof. C'est un job assez, disons, inhabituel, avec des horaires très inhabituels. Et donc, un grand merci à Danielle, et finalement qui représente quelque part tous les conjoints de profs qui acceptent leurs horaires irréguliers, etc. Je sens qu'elle s'énerve à l'autre bout du Skype. Voilà, je termine avec ce dernier cartoon qui en dit long finalement sur nos mentalités. Finalement, on est en train d'essayer de mettre en place l'efficience énergétique. Je vois que Martin Patel est dans la salle. Des questions de durabilité. Je vois mes collègues de sciences économiques et sociales, eau et air de qualité, enfants en bonne santé. Et puis finalement, il y a une espèce de... Pour moi, c'est un internaute. Ou c'est peut-être Donald Trump, je sais pas, et il dit si tout ceci n'était que du vent et qu'on était en train de créer un monde meilleur pour rien. Alors j'espère que malgré mon départ à la retraite, que tous ceux qui reprendront un petit peu l'ISEE, et en particulier Markus Stoffel qui reprend une large partie du groupe de recherche en climat, Jérôme Kasparian qui va s'occuper de la partie plus physique du groupe climat, eh bien vous continuerez à œuvrer même dans un monde qui devient assez rempli de sceptiques de tous bords. Je pense qu'il faut essayer non pas de les ignorer, mais de les contrer avec des arguments scientifiques robustes. Merci beaucoup de votre attention. Vous avez failli me faire peur parce que la première fois que j'ai donné une conférence en Allemagne, à la fin de ma conférence, au lieu d'avoir des applaudissements, j'ai eu... Et je ne savais pas que c'était la tradition en Allemagne d'applaudir en tapant sur la table, et je pensais que c'était un peu comme les Romains, vous savez, qui vont jeter les esclaves au lion. Merci Martin. Merci Martin pour ta présentation. On a quelques minutes pour une ou deux questions urgentes, si jamais quelqu'un aimerait poser une question. Ça retardera d'autant plus l'apéro, hein. Franco. Je remercie Martin pour cette belle conférence. Et puis, la partie qui m'a le plus intrigué, c'est H-Factor, comme tu peux imaginer. Donc, j'ai apprécié. Mais là, je vois un petit peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ma question est,
est-ce qu'on peut faire ce type de réflexion uniquement quand on arrive à la retraite? Est-ce qu'on peut faire ce type de réflexion lorsque on est un PhD student? Merci. Non, tu as tout à fait raison, et c'est effectivement ce que je disais, dans le monde actuel, sauf si le monde change, on ne peut pas aller à l'encontre. Et donc c'est clair que si on est un jeune PhD, on va être obligé d'être entraîné dans cette mouvance de la publication pour pouvoir parfaire son CV et donc espérer accéder à une carrière académique plus longue. Mon propos, c'est que, en fait, je pense que le système devrait quand même changer parce que c'est, à mon avis, je ne sais pas si les scientifiques parmi nous seraient d'accord, mais à mon avis, c'est aller trop loin. Je veux dire, publier, c'est très bien quand on a quelque chose à dire, mais publier for the sake of publishing, c'est ça qui ne va pas. Parce que finalement, on ajoute un iota d'informations supplémentaires à ce qui est déjà connu antérieurement. Et je dirais, en fait, en tout cas dans le domaine climat, il n'y a pas eu vraiment de nouvelles découvertes importantes depuis, je dirais, une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. Peut-être la seule chose intéressante, c'est ce diagramme que je vous ai montré, qui essaye de faire, disons, de démontrer les liens de causalité entre activités humaines et réchauffement climatique. Mais si je pense, par exemple, aux progrès gigantesques qui ont été faits dans le domaine des sciences de l'atmosphère dans les années 30 et les années 40, avec des écoles de pensée des Norvégiens, des Britanniques, par exemple, on avait vraiment, disons, des sauts quantitatifs gigantesques dans la connaissance. Et puis, je dirais, depuis une vingtaine d'années, bon, on améliore, mais c'est des points de détail qu'on améliore. Il n'y a pas vraiment, tout d'un coup, un progrès quantitatif énorme. Et je pense qu'une des raisons pour cela, c'est justement ce que je dis à propos de cette obsession de publier à tour de bras. On publie sans nécessairement générer de réelles nouvelles informations. Et je crois qu'il va falloir réfléchir à comment on va gérer ça à l'avenir. Encore une autre question. Dernière question, dernier moment. Si ce n'est pas le cas, cher Martin, au nom des collaborateurs de l'ISEE, j'aimerais te remettre un cadeau pour te remercier pour ton dévouement sans faille, puis pour tout ce que tu as réalisé pour l'ISEE depuis sa création. On a beaucoup cherché, mais trouver un cadeau avec un lien direct avec les changements climatiques et l'effet de serre ne fut pas aisé. En revanche, on sait que le parc national suisse compte beaucoup pour toi et pour ton épouse Danielle. C'est de ce fait qu'on aimerait t'offrir quelques nuitées à l'hôtel Il Forn. Et puis, Il Forn, en romanche, ça veut dire le four, donc il y a quand même un certain lien avec la température. Tu le mérites amplement. Et puis, merci beaucoup, merci pour tout. Et puis, sache que tu seras toujours le bienvenu à Carl Vogt, même au-delà de ta retraite. Merci beaucoup, Martin. Merci infiniment. Maintenant, j'aimerais vous inviter à participer à un apéritif dînatoire. Donc, c'est un peu plus qu'un verre de l'amitié qui se tient juste en haut sur votre gauche en sortant. Donc, j'espère vous voir nombreux aussi pour l'apéritif. Merci beaucoup d'avoir eu la patience de m'écouter pendant 1 heure. C'est peut-être la dernière fois. Et donc, à tout de suite pour l'apéro. Merci beaucoup.